Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à cette table ronde. Qu'est-ce qu'une cité éducative? Regard d'acteur. Je suis Myriam Konaté. Je vais m'occuper de la modération de cette table ronde. Je récupérerai les différentes questions dans le chat et je les partagerai aux intervenants et intervenantes de cette table ronde. C'est Thierry Tesson, coordinateur national des cités éducatives, qui va s'occuper de l'animation de cette table ronde. Et donc, je lui laisse tout de suite la parole. Bonjour à tous. Alors, nous allons faire une petite présentation rapide en ce qui me concerne. Donc, je suis Thierry Tesson. Effectivement, je suis le coordonnateur des cités éducatives, mais pour l'éducation nationale, donc au sein de la direction générale de l'enseignement scolaire. Et je suis l'alter ego, en fait, de Frédéric Bourtiomieux, qui fait exactement la même chose que moi, mais du côté de la politique de la ville. Donc, je vais ensuite passer la parole aux participants de la table ronde pour qu'ils se présentent. Bonjour, Gwenaëlle Guédon. Bonjour, Gwenaëlle Guédon. Je suis chargée de mission réussite éducative auprès de la préfète déléguée pour l'égalité des chances dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour. Ah, pardon. Non, allez-y. Allez-y, madame. Alors, donc Cathy Lamouille, je suis directrice de projet éducatif sur la cité éducative de Chanteloup-les-Vignes, donc sur la ville de Chanteloup-les-Vignes, et copilote du label Cité éducative. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Emmanuel Gauthier. Vous m'entendez d'Angers. Je suis proviseur d'un lycée général et technologique et depuis la rentrée, je suis aussi principal d'un collège en REP+, qui est chef de file, donc d'une cité scolaire et d'une cité éducative à Angers. Parfait. Alors, je crois, Myriam, qu'il fallait que je fasse une petite présentation générale. Alors, concernant, on va le dire comme ça, la doctrine. Alors, je ne vais pas vous faire un tunnel parce qu'il n'y a rien de pire. Et comme c'est très, très bien d'ailleurs indiqué dans le titre, c'est d'abord les regards d'acteurs. Et nous avons là, avec les 3 personnes qui participent à cette table ronde, au fond, les 3 entités de cette fameuse Troïka, telle que nous l'expliquons lorsqu'on décrit des cités éducatives. Alors, en ce qui me concerne, c'est vrai que je peux très rapidement retracer la genèse dans la mesure où je l'ai accompagné dès le départ, étant au début de cette opération l'adjoint de Vincent Léna, qui est un peu, en quelque sorte, on peut le dire comme ça, le créateur des cités éducatives, même si, bien évidemment, quand on les regarde de près, on voit bien que les cités éducatives, c'est en quelque sorte la suite de toutes sortes de démarches qui ont eu lieu dans le cadre de la politique de la ville, mais aussi, on pourra le dire, de l'éducation prioritaire. Et on voit qu'il y a dans la genèse des cités éducatives, évidemment, la réussite éducative, par exemple, et tout ce qui avait été mis en place par Jean-Louis Borloo, bien évidemment. Alors, moi, je voulais pas vous faire un truc trop long, donc la question c'est, qu'est-ce que serait une cité éducative idéale? Je vais prendre cette façon-là. Évidemment, pour une cité éducative, il y a des critères que je vais dire en dur, c'est-à-dire il faut qu'on ait des quartiers en politique de la ville, il faut qu'on ait de l'éducation prioritaire, il faut qu'on ait une taille relativement importante d'un quartier. Ça, c'est le premier pas. Et après, au-delà, bien évidemment, il y a des éléments plus, comment dire, déterminants encore, qui est la volonté des communes d'intégrer et de rentrer dans cette démarche. Au-delà, enfin, il y a évidemment la présence de l'éducation, je vais le dire comme ça, puisque les cités éducatives, c'est d'abord un concept éducatif avec l'école au centre. Alors, ça se voit d'ailleurs dans les 3 grandes priorités des cités éducatives que nous connaissons par cœur, mais que je peux dire très rapidement. La première, et c'est des cercles concentriques, en fait, qu'on voit bien que l'école et après l'éducation tournent autour. On a en 1, conforter le rôle de l'école, en 2, promouvoir la continuité éducative et ensuite ouvrir, si on peut, les champs des possibles. Je dirais enfin, pour revenir au concept d'une cité idéal, c'est que une cité éducative, c'est d'abord un territoire. Il faut vraiment avoir ça en tête. Chaque territoire possède en quelque sorte une problématique. Je fais partie des gens qui pensent que tous les territoires en politique de la ville, par exemple, ont des problématiques particulières, différentes. Roubaix n'est en aucun cas les quartiers nord de Marseille et Angoulême n'est pas évidemment Lens ou Liévin. Ça n'a rien à voir. Et donc, c'est un territoire, une problématique. Et dans ce territoire, avec cette problématique, on met en place une démarche. On tient à ce terme parce qu'on dit toujours les cités éducatives, c'est une démarche, ça n'est pas un dispositif. Et on voit très bien qu'on est là dans un concept englobant, ce qui est effectivement très important pour qu'on le comprenne.
Vient ensuite immédiatement tout ce qui tourne autour de la gouvernance et du pilotage. Je dirais bien évidemment que dans une cité éducative, l'important d'abord, c'est la gouvernance et le pilotage, bien plus que les actions. Je dis toujours que les actions, quand on regarde, maintenant je connais bien les cités puisque je lis tout ce qu'on peut trouver, bien évidemment du fait de ma fonction, on voit bien qu'il y a une certaine, les actions c'est un peu stéréotypé, il y a des paradigmes qu'on retrouve un peu partout. En revanche, la gouvernance c'est vraiment l'élément supplémentaire. Parce que ça prévoit, de mon point de vue, l'idée qu'on dépasse en quelque sorte les précarés, on dépasse les compétences exclusives d'une manière un peu familière. Je dis toujours, la cité éducative franchit la barrière des espèces. Je crois qu'il faut avoir ça en tête. L'autre élément, c'est que bien sûr, il faut que la cité éducative, elle ait du sens. Et quel est le sens d'une cité éducative? C'est évidemment de rechercher l'amélioration de la situation des populations, qui, évidemment, réside dans ce territoire. C'est extrêmement important. Faut jamais perdre ça de vue. Parfois, dans nos métiers, on perd de vue ce pourquoi on est là. Et là, faut toujours se dire tous les jours, voilà à quoi sert la cité éducative. Elle sert évidemment à améliorer la vie des habitants. Pour nous, par exemple, les TUC, évidemment, les élèves. L'autre élément, enfin, c'est l'exemplarité. C'est-à-dire ce qu'on essaie de faire là, quand je dis exemplarité, il y a un côté expérimental, mais il y a aussi un côté bonne pratique. La bonne pratique, c'est par exemple de vraiment, je parlais du sens, mais il faut vraiment que les cités éducatives travaillent beaucoup l'idée de la plus-value. C'est-à-dire on doit apporter quelque chose en plus, notamment à travers cette démarche innovante, notamment à travers cette gouvernance qui, de mon point de vue, est d'un type nouveau. Donc à partir de cela, on a évidemment ce que je vais appeler la cité éducative idéale. Et après, sur ce noyau, si je le dis ainsi, on voit que aucune cité éducative n'est la même, jamais, et tant mieux d'ailleurs. Ça démontre d'ailleurs l'agilité du concept, bien évidemment. Et après, à partir de ce noyau, j'ai parlé tout à l'heure des personnes que je vais donner la parole, cette fameuse Troïka qui représente ces trois entités, service de l'État, commune, éducation nationale. Au-delà, dans le fonctionnement de la cité éducative, vous pouvez avoir toutes sortes de choses qui se greffent dessus. Vous voyez, il peut y avoir une version un peu, réduite, mais il peut aussi y avoir une version beaucoup plus large. Évidemment, plus vous allez élargir et plus le pilotage va être complexe. Il faut toujours avoir ça en tête. Frédéric, nous rappelons souvent aux acteurs de terrain, attention, n'essayez pas de tout faire, la totalité d'une commune, la totalité des établissements. Il faut vraiment avoir quand même l'idée d'une priorité et de faire des choix dans cette problématique. Donc, vous pourrez évidemment, par rapport à la commune, avoir d'autres collectivités territoriales très importantes. On peut avoir des communautés d'agglos, du département, de la région, ça c'est un élément qu'on doit rajouter en plus, des institutions en plus. On a par exemple beaucoup de cités éducatives qui sont assises sur des projets en rue. Et tout à l'heure, Emmanuel va parler évidemment d'Angers, c'est un élément très important. Et enfin, évidemment, les partenaires, c'est les associations, entre autres, qui sont pour certaines des associations, par exemple, à envergure nationale et d'autres qui sont beaucoup plus locales. Et au-delà, vous avez ce qui doit constituer une cité éducative, dont le nom est assez simplifiant, mais dont la réalité est évidemment hétérogène. Voilà, Myriam, je pense qu'on peut passer la parole aux autres intervenants, en espérant ne pas avoir été trop long. Peut-être Gwenaëlle, si je puis me permettre. Allez, j'ouvre le bal. Les services de l'État. C'est ça. Donc, sur les Bouches-du-Rhône, nous avons donc eu sur la première vague donc 4 cités éducatives. Donc, une à Port-de-Bouc, qui a la spécificité un peu de dire que la ville est en cité éducative puisque toute la ville est en REP+. Donc, tous les établissements de la commune sont concernés. Sur Marseille, donc 3 cités éducatives, c'est, je crois, la seule ville de France à avoir en son sein 3 cités, avec donc 3 territoires qui sont, on va dire, de taille relativement égale pour 2, et pour la cité, donc Marseille Centre-Ville, une cité qui regroupe presque 10 000 jeunes. Voilà, donc une grosse cité éducative. Mais pour autant, comme disait Thierry Tesson il y a quelques minutes, ce qui en fait un petit peu la spécificité sur les 4, c'est que nous avons la même gouvernance, c'est-à-dire
une équipe territoriale donc le chef de file, le délégué du préfet, l'agent de développement de la ville ou un représentant de la ville. Et sur le 13, nous avons un agent de développement de la métropole, puisqu'ils ont co-signé la convention avec nous. Voilà, via un avenant un tout petit peu après. Et donc, toute la gouvernance sur le territoire s'est effectuée à partir de ces équipes territoriales qui se sont agrémentées avec des agents de la CAF, des centres sociaux, de l'ARS, de la DRAC, département, et qui ont créé petit à petit un écosystème individuel. À partir de là, nous avons un COTEC qui est représenté par la conseillère technique du recteur en politique éducative au niveau de l'éducation nationale, un DG de la ville et moi au niveau préfecture. Et on a une chef de département pour la métropole. Ce comité technique, il est, et du coup Nathalie Le Guénou, éducation nationale, et moi, préfecture, nous sommes un binôme qui sommes sur l'ensemble des cités éducatives, y compris sur les 2 nouvelles cités qui vont arriver sur le département, qui sont hors Marseille. Donc un COTEC qui a pour objectif d'être dans l'ombre, qui permet d'harmoniser les pratiques, de solliciter les services et de pouvoir faire des retours très techniques, notamment pour tout ce qui est budget, pour tout ce qui est appel à projet, avec les équipes. Et du coup, on leur enlève un petit peu toute cette administration, on va dire, ce côté administratif, et on les laisse réellement dans le travail, au plus près des habitants et au plus près des élèves. Donc un seul COTEC, un seul COPIL sur les 3 cités marseillaises. Donc une chargée de projet opérationnel unique pour Marseille et une pour Port-de-Bouc. Et depuis quelques mois, un renfort énorme en RH, puisque nous avons recruté 3 personnes sur Marseille, un animateur territorial par cité, parce que à la revue de projet en novembre dernier, on s'est rendu compte que ce qui nous manquait réellement, c'était un renfort humain pour pouvoir mettre en œuvre, pour pouvoir réunir, pour pouvoir animer les groupes de travail qui nous ont permis aujourd'hui de pouvoir lancer un appel à projet au fil de l'eau, et qui nous permet d'avoir une programmation, même si le mot ne me plaît pas trop, qui est au plus proche du terrain et des besoins. Voilà, donc effectivement, de nombreuses personnes associées, la CAF, l'ARS, la DRAC, le département, l'ANRU, et effectivement un vif intérêt pour travailler sur la pérennité du projet. Les actions d'aujourd'hui, c'est bien beau, mais c'est pas ça qui fait l'essence même du travail aujourd'hui de la cité et déjà des réussites. C'est justement, comme disait Thierry Tesson, c'est ce travail commun qui amène une réelle dynamique sur les territoires et qui permet de pouvoir associer les dispositifs de droit commun. Notamment, par exemple, le contrat de ville, on est en train de l'écrire pour 2022 avec cette dimension. On part du territoire pour arriver à des besoins spécifiques territoire par territoire. La CAF, son appel à projet sur les classes, sur les grands dispositifs, nous sommes associés justement pour un meilleur maillage des dispositifs. Donc, je pense que au niveau gouvernance et au niveau dynamique et l'évaluation et le suivi qui est aussi au cœur même de nos préoccupations permettent sur l'ensemble des cités, parce que donc je vous disais 4 plus 2 en train d'arriver, d'avoir exactement le même regard et la même vigilance sur la pérennité du programme.
Voilà, j'espère pas avoir été trop longue. Je répondrai éventuellement aux questions. Très bien. On est bon Madame niveau temps, il n'y a pas encore de questions, donc je les remonterai à la fin. Pardon Thierry. tant mieux. Madame Lamouille, allez-y, Chanteloup-les-Vignes, cette ville si célèbre. Bonjour. Alors, je vais vous présenter, oui, merci, le projet Cité éducative avec un diaporama qui me servira de support à la présentation. Mode plein écran, voilà. Donc déjà, une présentation rapide du contexte Chantelouvet. Une ville de 10 414 habitants, 57% de la population qui est en quartier politique de la ville, avec donc 40% des logements qui sont des logements sociaux, 44% de la population qui a moins de 25 ans, c'est une ville jeune, donc 54% de mineurs vulnérables. Donc là, on est bien dans un quartier QPV, comme l'expliquait Tesson, on coche tous les critères. Dans le contexte scolaire, on a 6 groupes scolaires qui sont tous en REP et en REP+, rattachés à un collège en REP+, et les 3 autres groupes scolaires, un collège en REP. 64% des élèves au collège sont issus de catégories socio-professionnelles défavorisées et on a 28% de taux de retard à l'entrée en troisième. Sachant qu'en plus, 37% de la population dans le quartier QPV vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc là, vous avez en rouge le secteur politique de la ville, c'est-à-dire que c'est un quartier sur l'ensemble de la ville, en politique de la ville. Chanteloup est fortement lié dans l'historique du renouvellement urbain et à une convention avec l'Agence nationale de la rénovation urbaine depuis 2005. Donc, il se trouve que notre cité éducative labellisée se rattache à un projet de renouvellement urbain. Donc, en 2020, une convention en rue est signée fin 2020. Donc, la ville travaille depuis l'année 2016 sur ce projet de cité éducative, donc on a appelé cité Simone Veil, puisqu'il a fallu dissocier le projet urbain du label cité éducative. Sinon, on s'y perdait un petit peu. Et donc, toute l'idée, c'est d'articuler ces deux grandes entités. Donc, on y travaille depuis le début avec la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, qui a la compétence politique de la ville, bien évidemment l'Agence nationale de rénovation urbaine, l'éducation nationale, qui est au cœur de l'éducatif, le conseil départemental, le conseil régional et aussi les bailleurs sociaux, puisqu'on est sur un projet de renouvellement urbain et un projet urbain au sens large. La réflexion urbaine est largement associée à la définition d'un projet éducatif. C'est-à-dire que la particularité, c'est que le projet éducatif va préfigurer le projet architectural. Et ça, c'est assez innovant avec l'idée de réduire les inégalités de territoire. Et le champ éducatif fait maintenant partie de cette dimension renouvellement urbain. On voit que on a donc la cité éducative qui est rattachée à un quartier, au cœur de quartier, qui regroupe un collège qui va être rénové, un groupe scolaire maternel élémentaire d'Orgelès, les accueils de loisirs maternels, élémentaires et ados et une restauration scolaire. Ce cœur de quartier qui est le dernier ici qu'on voit là, qui n'a pas bénéficié de projet de renouvellement urbain, concentre plusieurs difficultés urbaines. C'est un équipement peu visible, peu traversant et un peu compact. Au niveau scolaire, les enfants ont plusieurs difficultés. Les résultats scolaires ne sont pas à la hauteur de ce que pourrait espérer. Et il y a un phénomène de contournement de la carte scolaire assez important, que ce soit sur l'école ou le collège Cassin. Les parents demandent beaucoup de dérogations et s'ils peuvent éviter ce cœur de quartier, ils en sont heureux. Il y a aussi un problème de sécurité lié à l'emplacement en cœur de quartier de cette école et de ce collège et de ces accueils de loisirs.
En plus, il se trouve que l'école maternelle ici a été incendiée en 2018. Donc, ça a de toute façon complètement renforcé et accéléré ce projet de renouvellement urbain. Euh, Ce projet de renouvellement qui va faire l'objet d'abord d'une démolition du groupe scolaire, du centre de loisirs et de la restauration, une restructuration du collège, partielle du collège, et puis une reconstruction totale de 4300 mètres carrés pour une opération d'un montant de 15 millions d'euros. Donc on est quand même sur une belle opération d'équipement et en même temps avec un volet éducatif fort. Et à échéance 2024-2025, ça veut dire que on construit quand même depuis 2016, ça va durer plus de 8 ans. Comme il a été dit en introduction, ça s'inscrit dans une volonté éducative de la ville forte pour construire un parcours éducatif de la petite enfance jusqu'à 25 ans, jusqu'à l'âge adulte, sous-tendu un parcours de réussite. Des 3 grands objectifs posés par la ville dès 2016, c'est favoriser la continuité éducative, donc entre les partenaires éducatifs, sur les différents temps de l'enfant, sans oublier jamais les parents, donc les enseignants et tous les corps de métier et les associations. Travailler aussi sur la créativité, l'initiative et les atouts des enfants, donc les langues, les arts, la culture, le numérique, et construire une cité éducative rayonnante, ouverte sur la ville, c'est-à-dire que c'est pas uniquement la reconstruction d'un groupe scolaire, c'est aussi donner et construire des fonctions et des lieux ressources nouveaux comme une médiathèque, une ludothèque, un laboratoire de langue, un espace multimédia, une maison des familles, etc., qui seront donc ouverts selon le temps de l'enfant sur le quartier et les habitants. Dans la méthodologie de projet, la ville a souhaité, je l'ai dit, d'abord définir le projet éducatif, c'est-à-dire que ce sont les besoins qui vont définir le programme. La démarche, elle est inclusive, il y a un travail de concertation avec les acteurs éducatifs. Et puis, l'innovation éducative sera portée et développée dans le projet architectural. Donc, dans la mise en œuvre, on a 2 grands volets. Un volet éducatif que je coordonne avec un cabinet d'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc le cabinet Indivisible, et on travaille en concertation avec les acteurs éducatifs du territoire. On a aussi un volet urbain avec, pareil, un chef de projet rénovation urbaine qui travaille plus avec la communauté urbaine et un AMO, donc aussi assistance à maîtrise d'ouvrage, avec un bureau d'études Créamo programmiste. Donc tout ça a concouru à travailler, à servir de base pour le cahier des charges et lancer un concours d'architectes sur esquisse. Et donc le lauréat a été nommé en mars 2020, c'est le cabinet Badia Berger. Donc on voit bien que ça articule ces 2 volets. Et donc le projet éducatif qui est encore en cours d'écriture est co-construit avec les acteurs du territoire au sens large, les enseignants, les services enfance-jeunesse de la ville, les parents, les associations, mais aussi le conseil départemental qui a le volet enfance et protection de l'enfance, la CAF. On voit bien qu'on a construit large et on a associé aussi l'ARS depuis. Donc depuis mars 2019, le cabinet Indivisible travaille à la co-construction du projet éducatif basé sur l'intelligence collective pour faire émerger un projet ambitieux et innovant au service des enfants. Il y a eu tout un travail de concertation assez important mené depuis mars 2019 avec des ateliers de réflexion, des temps d'immersion, des journées de rencontres, des ateliers de restitution, etc. Donc 160 adultes, dont professionnels, enseignants et parents, ont participé, et 210 enfants et jeunes. Ça a débouché sur la définition des besoins en termes d'espace, des fonctions, plan des usages, ce qui a permis au concours d'architectes de travailler. Donc le projet éducatif est à 4 grands principes. La coopération entre les acteurs éducatifs, ça veut dire qu'on va avoir de la continuité et des salles qui vont être mutualisées. Vous voyez, la déclinaison en termes architectural, il va y avoir des espaces mutualisés.
le bien-être et l'épanouissement de tous. On est sur du développement durable de l'espace vert et des choses et de la circulation douce. Amélioration permanente et adaptabilité parce que l'équipement va être modulable et adaptable. Et porosité avec l'extérieur et interaction et ouverture sur le monde. Ça, c'est par rapport aux espaces nouveaux comme, je vous les citais déjà brièvement tout à l'heure, maison des familles, médiathèque, ludothèque, espace multimédia. Tous ces espaces-là seront, selon le temps de l'enfant, ouverts sur l'école ou sur le quartier, selon les différents temps, avec l'enfant et le jeune au cœur des préoccupations et au cœur du projet. On a une innovation sur des salles pure éducatives qui sont en même temps par tiers salle de classe ou salle d'animation avec un espace partagé et donc la possibilité de faire de la coéducation enseignants, animateurs sur le temps scolaire et le temps périscolaire. Voilà, la jeunesse n'est pas oubliée et donc je parlais d'espaces modulables, végétalisés. On a pensé avant l'heure, on était assez précurseurs, on va dire, des salles extérieures aussi, des salles d'animation, des salles de cours en extérieur et des toits végétalisés. Voilà, alors la démarche du label Cité éducative, c'est complètement naturellement, on va dire, puisque ça reposait sur déjà une alliance éducative, la démarche d'évaluation déjà portée dans le cadre de la politique de la ville par la CEU, le Conseil départemental et la CAF, les données éducatives recueillies par les acteurs de l'éducation nationale et toute cette démarche de concertation avec Indivisible qu'on avait déjà lancée. Donc, j'ai envie de dire, naturellement et dans une logique et dans une dynamique d'alliance éducative, la ville a été labellisée en septembre 2019, Cité éducative. Donc, le label, pour nous, ça vient valider une démarche innovante, une démarche éducative innovante, et donc l'alliance éducative des enseignants, des parents, services de la ville et associations. La ville se sent confortée et soutenue officiellement dans sa démarche, donc avec tous ces éléments de support au projet, de co-construction, de continuité éducative, coéducation, coopération et mutualisation. Dans notre démarche de construction, puisque c'est ça l'idée qu'on expose, je ne vais pas vous parler du plan d'action, mais réellement de ce qui a sous-tendu tout notre travail. Le fait qu'il y ait une troïka, c'est très innovant, parce que faut représenter à parité donc l'éducation nationale avec la chef de file principale du collège, la déléguée du préfet pour l'État, et donc moi-même, modestement, en tant que chef de projet, directrice de projet éducatif sur la cité éducative pour la ville. On a très rapidement élargi complètement notre copilotage à la chargée de mission auprès du DAZEN, chargée de mission partenariale auprès du DAZEN, la deuxième principale du collège, puisque les deux collèges comme ça sont vraiment dans le périmètre éducatif, la coordinatrice REP et j'ai oublié mais je le rajouterai, l'inspectrice éducation nationale pour que le tout premier degré soit également complètement associé et représenté. On a également des comités techniques dans lesquels sont associés, en dehors des réunions vraiment spécifiques ville, mais toutes les directions de la petite enfance, enfance, jeunesse, culture, sport, etc. de la ville et le territoire d'action sociale du conseil départemental et la CAF. On voit qu'il y en a une articulation nécessaire depuis le label entre le projet Cité Simone Veil et le label Cité éducative. Voilà. Et ça, il faut jamais l'oublier. Et ça, c'est aussi dans mes missions de réussir à articuler tout ça. On voit que on a une nécessaire articulation aussi dans les objectifs et les axes stratégiques. En premier lieu, dans première colonne de gauche, vous avez la volonté de la ville que j'ai déjà citée, la volonté éducative. Les 3 objectifs nationaux, organiser la continuité éducative, conforter le rôle de l'école, ouvrir le champ des possibles, même si j'ai un petit peu mis dans un ordre différent. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir on a défini 4 axes stratégiques
co-accompagner la réussite de l'enfant avec la participation des parents. En axe 2, améliorer le bien-être, le climat éducatif et scolaire, le vivre ensemble. En axe 3, développer le langage et la communication, mais aussi le numérique. Et en axe 4, soutenir les enfants et les jeunes dans leur parcours de réussite, les ouvrir sur le monde et l'avenir. Le projet, ces axes-là ont permis de définir un plan d'action sur 4 ans. Notre démarche, c'est forcément d'étendre tout le champ de la petite enfance à l'emploi. La ville a souhaité renforcer les intervenants du territoire, c'est-à-dire les acteurs éducatifs, les associations dans le champ éducatif ont été complètement et pleinement associés. Les acteurs de la ville sont rentrés dans une démarche de professionnalisation associée à un plan de formation, une démarche de recrutement nouvelle par rapport au label et à la cité éducative. On a étendu l'AMO indivisible à l'ensemble du projet et fait appel aux structures extérieures à partir du moment où il y avait une expertise, voire une convention au niveau national avec l'éducation nationale, comme SEV sur les ateliers philo, école et famille sur le travail avec les parents et la place des parents dans l'école, pôle ressources sur la démarche d'évaluation. Voilà, on a fait appel à des intervenants extérieurs. Donc il y a 6 associations extérieures ou cabinets qui sont venus renforcer notre plan d'action aux côtés des services de la ville, éducation nationale et les associations déjà champlouvaises. L'intérêt, on a aussi des financements garantis sur 3 ans, ce qui m'amène aux effets positifs et à cette dynamique lancée par le label Cité éducative, c'est que ça nous permet de mettre en œuvre les actions éducatives ça nous a permis dès 2019, alors que le projet de rénovation urbaine est quand même lointain puisque ça permet d'avoir des choses concrètes à monter avec les habitants, les jeunes, les enfants, les jeunes, les enseignants et les professionnels de la ville, avant que concrètement ne sorte de terre ce projet architectural de cité Simone Veil. Ça nous a permis d'avoir aussi une meilleure connaissance des acteurs du territoire, et pour l'éducation nationale, et pour la ville, et pour les associations. Il y a une cartographie complète des acteurs du territoire. Ça nous a permis aussi d'étendre le territoire éducatif au-delà des limites de la ville, puisqu'on n'a pas de lycée, par exemple, sur le territoire. Donc là, on a une action qui est de soutien au parcours éducatif des lycéens. On a répertorié 21 lycées, par exemple. Donc on travaille vraiment de façon beaucoup plus large et surtout sur un vrai parcours de l'enfant et de l'élève, puisqu'on va au-delà du collège à l'extérieur. Et on a aussi un partenariat avec des grandes écoles comme l'ESSEC, l'université de Cergy-Pontoise. On a aussi un label Campus Connecté sur le territoire Champflouvet. Voilà, ça donne une visibilité, une attractivité aussi au territoire. Et le label nous permet aussi d'avoir un terrain de réflexion et d'expérimentation et d'échange de bonnes pratiques avec tous les groupes thématiques que nous permet le fait d'être dans un label au niveau national sur énormément de thématiques comme la santé, le sport, la citoyenneté, rénovation urbaine, etc. Vous le voyez à l'écran. Un autre effet positif aussi, c'est qu'on rentre complètement réellement dans une démarche d'évaluation, dans le sens où on pense et on espère pouvoir accompagner au-delà des 3 ans du label sur réellement quels sont les impacts au niveau des enfants et des jeunes de la cité éducative, comme l'a dit Monsieur Tesson, qui n'est pas un dispositif de plus, mais bien une démarche éducative. Les points de vigilance, cette articulation entre volet éducatif, volet urbain, cité Simone Veil et label cité éducative qui est tout le temps à construire et à réinterroger. Quelquefois, les uns et les autres s'y perdent un peu, mais il faut, de toute façon, on a une cohérence et cette cohérence doit être maintenue. L'idée, c'est de co-construire un projet éducatif aussi, mais que s'approprient les acteurs du territoire, c'est-à-dire qu'il soit évolutif, qu'il soit visible, qu'il soit abordable. Donc, il y aura une version, on va dire, simplifiée, qui n'est pas uniquement un gros document administratif, mais bien
une version avec un peu des boîtes à outils que les différents acteurs puissent s'approprier. Il faut inscrire la cité éducative dans une cohérence de politique éducative. Donc il y a aussi d'autres, comme le programme de réussite éducative, les contrats locaux d'accompagnement à la scolarité, la convention territoriale globale avec la CAF. C'est bien une articulation qui doit être construite. On doit nécessairement ajuster nos calendriers entre la ville, la politique de la ville, l'éducation nationale. On est sur des calendriers contraints et quelquefois différents, ne serait-ce qu'entre année scolaire et année civile. Il faut aussi sans cesse et continuellement garder le sens, garder l'origine du projet et une mémoire de l'histoire du territoire, mais aussi de l'histoire du label à l'échelle de la ville. C'est-à-dire que le label, il a peu de temps sur notre histoire communale, on va dire, mais dans la construction éducative, il y a déjà une histoire dans le sens où nous, on a déjà plusieurs copilotes qui ont changé. Sur 3, il y a déjà 2 renouvellements. Il faut sans arrêt garder l'essence du projet et le sens. C'est l'item suivant. Quand on a des prestataires extérieurs, parce qu'il y a de nombreuses sollicitations, l'idée, c'est de tout le temps maintenir le sens, le lien avec les objectifs de départ et initiaux du projet. Associer les parents, c'est absolument indispensable. Même en crise sanitaire, avec tout le confinement, ça a été au cœur de nos préoccupations. Et donc, on va développer un principe d'appel à projet pour leur permettre de proposer et d'être à l'initiative d'innovation éducative. Un des points de vigilance est aussi réussir à communiquer pour rendre visible et aussi une communication concertée entre ville, éducation nationale, État, qu'aucun des 3 ne se sente lésé. Ça, c'est important. Et puis, d'autant plus important qu'on est dans des temporalités complètement différentes entre les institutions, celles des parents. Je parle même pas au niveau des enfants et des jeunes. Un projet qui se construit 8 ans à l'avance, il faut vraiment trouver le moment et le contenu approprié sur les différents temps de communication et de travail en atelier. Et donc, mettre à profit le temps du chantier aussi comme un temps éducatif, puisque tout le monde, pendant les chantiers vont être déplacés, dans une cité intermédiaire, on va dire qu'on a appelé la cité Champeau, qu'on se serve de ce temps du chantier comme un temps d'expérimentation éducative. C'est aussi important. Donc, dans les perspectives, on va mettre en place des groupes thématiques, comme le travail personnel de l'élève, la protection de l'enfance, les langues, etc. Je vous disais, on veut renforcer l'implication des acteurs éducatifs en les inscrivant dans une démarche participative d'appel à projet, initiative d'habitants, mais aussi de professionnels, enseignants, animateurs, éducateurs sportifs, ASEM, etc., réussite éducative. Les enfants et les jeunes aussi vont pouvoir faire des propositions. On a des instances participatives et citoyennes qui peuvent aussi s'impliquer. Et puis, il faut absolument, je le disais, continuer la démarche d'évaluation et on va entamer aussi prochainement le travail sur la gouvernance, non seulement la gouvernance du projet du label, la gouvernance de la cité Simone Veil, qui va concrètement se trouver racine dans un lieu ressource d'innovation éducative, donc un bâtiment et un lieu architectural, porté par la ville, accompagné par l'éducation nationale et soutenu par l'État, pour la réussite des enfants avec l'ensemble des acteurs éducatifs. Alors, je vais conclure en disant que cette communauté éducative, elle ne pourra être une réalité que si chacun est pris en compte dans sa spécificité. Ça veut dire qu'il y a un renforcement même de la particularité de chacun
il ne s'agit pas de faire tous la même chose, mais bien l'enseignement, l'éducation reste du champ éducation, les parents dans leur rôle de parents, les animateurs, etc., et les associations, chacun dans leur spécificité, mais pour construire la complémentarité. C'est absolument essentiel. Et voilà, et je vous remercie. Très bien, Madame Lamouille, merci beaucoup. Alors, vous noterez tous d'abord la souplesse du concept, hein, moi c'est ce qui me frappe, sa complexité et évidemment sa richesse. Alors, on va donner la parole à Emmanuel Gauthier. Vous noterez là encore qu'il y a une petite différence, c'est qu'Emmanuel est proviseur, il n'est pas principal, et ça c'est un des éléments, je vais dire, de différence qu'on peut trouver. On a aussi parfois pour certaines cités des inspecteurs des IEN, des inspecteurs d'éducation nationale, qui sont entre guillemets les chefs de file. Donc on va donner la parole à Emmanuel. Allez-y, pour l'éducation nationale, on va le dire comme ça. Allez-y Emmanuel. Oui, merci. Donc, je vais essayer, sans présentation, de vous donner d'abord les éléments de ce qui s'est passé avant au quartier Mon-Plaisir à Angers. Donc, je vais retrouver des mots que vous avez employés dans les 2 premières présentations, mais je vais essayer de leur donner un relief particulier au niveau de la gouvernance et du pilotage partagé, de l'engagement collectif qui s'est ici développé tout au long de ces mois précédents. Donc, au moment de la préparation du dossier de présélection, en fait, il y avait déjà sur le quartier Mon-Plaisir une rénovation urbaine avec une assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, quand le dossier de présélection pour les cités éducatives est arrivé, ça faisait sens et consensus d'abord de retenir Mon-Plaisir et ensuite de travailler ensemble dans ce qui avait déjà été entamé à travers donc cette assistance à maîtrise d'ouvrage qui avait pour thématique de réflexion la réussite éducative. Donc, une thématique qui collait parfaitement à l'esprit du dossier, qui était de conforter le rôle de l'école. Et à tel point qu'on avait l'impression d'avoir anticipé sur le terrain la démarche de la cité éducative à travers la réflexion de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et l'alliance entre les acteurs de l'école était déjà là. Et après, il a fallu développer une culture de partenariat avec la ville et la préfecture. Donc ça s'est mis en place très vite. Et pas vraiment surpris parce qu'on cochait toutes les cases lorsqu'on a eu la réponse favorable du dossier en 2019. On s'est tout de suite mis au travail avec une chef de projet qui a été recrutée au sein de l'Éducation nationale. La direction académique avait déployé des moyens, un mi-temps. Cette personne travaillait déjà en éducation prioritaire au sein des quartiers prioritaires de la ville, donc connaissait la plupart des acteurs. Et elle s'est mise en route avec au travail avec le comité technique qui a été tout de suite opérationnel. Et avant, pendant et après, le comité technique s'est réuni toutes les semaines. Ce qui a vraiment permis et favorisé la co-construction tout au long du processus, la co-construction avec les acteurs, même s'ils changeaient, parce qu'il y a eu un changement de préfet, un changement de délégué du préfet, un changement aussi au sein de la ville. Néanmoins, le cœur du réacteur, le comité technique était là. La chef de projet a été rejoint au bout de quelques mois par une seconde chef de projet proposée par la ville d'Angers et recrutée à mi-temps aussi, financée à mi-temps par la cité éducative. Donc, une belle aventure humaine, ça c'est ce que je veux vous dire là, qui continue à exister, un laboratoire d'idées, une dynamique collective au sein d'une cité scolaire. Donc, je vais la décrire très vite. Une cité éducative, qui réunit donc au milieu du quartier la cité scolaire. Donc, je suis proviseur du lycée, mais principal du collège REP+. Donc, le collège chef de file a un proviseur, mais aussi un principal d'une cité scolaire. Ça, c'est une originalité. On en a d'autres, mais il y a celle-ci qui existe. Il y a d'autres cités scolaires, je crois, au sein des cités éducatives. Il y a 4 écoles, dont 2 en éducation prioritaire. Il y a 2 collèges, dont 1 en éducation prioritaire. Il y a un lycée professionnel et un lycée qui, lui, le lycée, ne recrute pas forcément ses élèves dans le quartier et n'est pas dans la moyenne aussi élevée de taux de boursiers ou d'élèves défavorisés. Ça, c'est pour le contexte scolaire. Après, au niveau de la gouvernance, donc je l'ai dit, il y a un comité technique qui se réunit très souvent, un comité stratégique qui réunit la Troïka 3-4 fois par an, et une originalité pour faire vivre les échanges entre les établissements scolaires, un groupe technique
des cités, des établissements scolaires. Donc, on appelle un Je te dessine, un groupe technique de la cité éducative de l'éducation nationale, qui a le mérite aussi de nous permettre de travailler sur les transitions école, collège, lycée, et de nous engager plus spécifiquement au sein des établissements sur le temps scolaire et avec le fonds d'amorçage de la cité éducative. Parallèlement, en fait, à cette cité, à ce comité technique, on a décidé, ici à Angers, non pas de travailler sur des tranches d'âge, mais sur les transitions, et c'est ce que nous avait en fait incité l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est travailler sur les transitions, et on fonctionne depuis le début en commission thématique. On a réuni tous les acteurs, ça représentait 160 personnes, au mois de janvier 2020, donc quelques mois après la labellisation. Et dès le mois de janvier 2020, on a travaillé sur des classements de fiches actions, en fait, de fiches projets qui pouvaient déjà émerger pour donner 8 commissions thématiques qui produisent, elles, donc des fiches actions. Et c'est ce qui est dans ces fiches actions qui est réalisé sur le terrain avec des acteurs très différents qui travaillent donc comme sur le cas précédent, sur la santé, le sport, la culture artistique, l'artistique, le culturel, le numérique, la persévérance ou la lutte contre le décrochage, la labellisation en démarche de développement durable. Et il y a eu des temps forts. La rentrée de la cité éducative, c'était au mois de septembre 2020, qui a permis aussi de communiquer au sein du quartier. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais prévu. Ce que nous retenons, nous, c'est une formidable aventure humaine qui se poursuit encore actuellement et qui dynamise le territoire, dynamise les partenaires. Le quartier est en chantier, le quartier change, avec une ligne de tramway qui va arriver, les écoles rénovées, la cité scolaire qui sera rénovée et dont l'accueil donnera sur le cœur du quartier. Des travaux planifiés encore plusieurs années. Enfin, faut imaginer, peut-être comme chez vous, des rues, des habitations, des écoles en chantier, des installations sportives. Donc, une vraie transformation globale à la fois physique et humaine. Je dirais un moment historique, une vraie volonté politique. C'est passionnant et enthousiasmant. Je rends la parole à Thierry. Bravo Emmanuel, très bien. Alors Myriam, peut-être y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, je vous propose de continuer. Alors, J'en ai deux à vous transmettre. Allez-y. Alors, nous avons eu une question de Anna-Caroline Goran, qui est professeure des écoles au sein de la cité éducative de Lille-Sud, et qui nous dit « Nous avons l'impression dans le premier degré que les projets sont portés principalement par la ville et les collèges, et que nous n'y avons qu'une place exécutive et non décisionnelle. La représentante de l'éducation nationale et la ville souhaite que le premier degré s'implique davantage et soit force de proposition au sein de la cité éducative. Pouvez-vous nous faire un retour sur l'implication et le rôle des écoles au sein de vos cités éducatives ? Merci. » Je peux vous faire une réponse un peu institutionnelle. Dès l'instant où vous êtes sur un réseau d'éducation prioritaire, je vois Gwenaël ou Emmanuel ou même Madame Lamouille, évidemment le premier degré est concerné. Ce qui est certain, c'est que dans ce premier, on va dire de cette façon-là, puisqu'on est dans le début en fait d'une démarche nationale, d'une politique complexe, on vient de le voir, la richesse incroyable. Et le fait est que, peut-être parce que le chef de file est principal de collège, il y a une sorte de tropisme qui fait qu'on est plutôt effectivement dans beaucoup d'actions sur le niveau du collège. C'est d'ailleurs un enjeu. Ça veut dire que quand on est chef de file principal de collège, on doit s'occuper évidemment du premier degré et on doit s'occuper évidemment de ce qui se passe après. Le cas d'Emmanuel est particulier puisqu'il a 2 ou 3 casquettes qui font qu'il peut gérer tous ces ensembles-là. Ça, c'est une réalité. Après, bien évidemment que le premier degré, on a des exemples d'inspecteurs d'éducation nationale, par définition, qui gèrent les écoles, hein, je vais le dire de cette façon-là. Donc, la réponse, c'est qu'évidemment, dans l'écosystème éducatif d'une cité éducative, la totalité du parcours, hein, c'est de 0 à 25 ans, évidemment, il va falloir équilibrer dans certains cas, je pense. Voilà, je ne vais pas faire une réponse trop longue, compte tenu du temps que nous avons. Vous aviez une deuxième... et nous avons reçu, une deuxième question de Éric Fournet, qui est principal au collège Pierre-Gilles de Gênes au Mans, et qui demande comment les cités éducatives ont pu communiquer pour associer les parents et les enseignants. Donc, je ne sais pas si vous avez des éléments de retour moi, de je ne vais pas monopoliser la parole.
c'est évidemment important. Les cités éducatives, Madame Lamouille a dit, il y a un mot anglais horrible qui s'appelle l'empowerment. Vous savez, c'est quand vous redonnez le pouvoir en fait aux gens dans des systèmes qui sont parfois extrêmement institutionnels et on va dire bloqués. Alors je sais pas, je pourrais donner la parole à Gwenaëlle qui a parlé il y a longtemps, qui a une vision un peu 360 degrés. Elle a plusieurs casquettes, elle travaille tout le temps avec les collègues de l'éducation nationale et évidemment les communes. Alors, est-ce que vous avez tenté dans votre démarche, Gwenaëlle, comment dire, certaines actions spécifiques pour associer, c'est très difficile, hein, associer les familles, et moi je rajouterais les enseignants. Allez-y, Gwenaëlle. Alors, pour ce qui concerne les familles, on a constaté que quand on a associé réellement les conseils citoyens, on est arrivé déjà à toucher des habitants, ce qui n'était pas le cas au tout début des cités. Donc ça fait à peu près maintenant 6 mois que les conseils citoyens sont effectivement actifs et du coup qui sont un relais important sur le territoire. Concernant les parents, effectivement, si les personnes, on a développé les cafés parents qui existaient déjà, mais que nous avons essayé de multiplier et surtout de multiplier les lieux. C'est-à-dire que souvent les cafés parents se tenaient dans les collèges. Là, on a décidé, et l'école ouverte de cet été nous y a grandement engagés à faire des cafés interdegrés. Les cafés parents interdegrés, et du coup, ça marche pas mal. Alors après, une réunion se prépare longtemps à l'avance pour qu'on puisse effectivement avoir du monde. Donc ça, c'est la première chose. Pour les enseignants du premier degré, effectivement, nous, on a des inspecteurs premier degré et des coordorep qui sont très actifs. C'est vrai que du coup, ils sont membres de l'équipe territoriale de terrain. Ils sont membres aussi des groupes de travail et on a énormément d'actions qui sont sur le premier degré, et notamment sur une des cités, c'est la cité centre-ville, où il y a eu un énorme travail sur l'accompagnement à la scolarité au travers du prisme des devoirs. Et du coup, il y a eu énormément de réunions et qui ont associé des parents sur qu'est-ce que c'est que de faire ses devoirs à un enfant. Et du coup, les enseignants ont été très associés puisque la question, ça a été de dire comment, quand je donne un devoir, il est réceptionné à la maison. Du coup, ça a été un gros travail. Et on voit que là, on vient de finir une instruction pour un appel à projet. La grosse majorité des financements sur cette année vont aller sur cette liaison entre les parents et l'école, et notamment sur le premier degré. Voilà. Donc, ça fait partie des choses qu'on a mis. Ça a été évoqué par Mme Lamouille, parce que je connais très bien évidemment Chanteloup-les-Vignes, et là, vous savez, il y a le lieu, ça a été très bien dit. Hein. Si vous faites tout dans l'école, parfois c'est un peu compliqué, il faut essayer de décentrer, aller ailleurs. C'est d'ailleurs ce qui est très intéressant, je trouve, dans la démarche de Chanteloup, à la fois ce côté lieu, ce côté démarche, et de faire un peu l'ensemble. Et d'ailleurs, ça a été dit dans cette excellente présentation. Moi, je voulais juste faire un mot, peut-être de voir, alors justement, avec Mme Lamouille, parce qu'elle l'a évoqué, l'idée, vous savez, il faut bien comprendre que ce concept globalisant, que sont les cités éducatives, il y a l'idée quand même de simplifier, c'est-à-dire de mettre dans cet ensemble la totalité des dispositifs, des politiques, enfin de tout ce qui existe. Ça a été dit par Gwenaëlle concernant le contrat de ville. Évidemment, là, il y a un enjeu fondamental. Hein. Le pire, ça serait qu'on est avec un système de tuyaux d'orgue où on fait 50 000 réunions et en gros, encore une fois, c'est le sujet de la réussite éducative, par exemple, qu'on ait plein d'intervenants. C'est pour ça qu'on l'a inventé, la réussite éducative, pour éviter ça. Madame Lamouille, comment voyez ça, vous, cette simplification qui bénéficiera à tout le monde, hein? La simplification du projet éducatif. Oui, c'est-à-dire tout ce qui existe sur un territoire. Il y a un concept globalisant qui s'appelle la cité éducative. Il vaut mieux faire une réunion que d'en faire 10, avec 10 sujets différents. Oui. Pour associer les parents et pour simplifier, il faut s'appuyer aussi sur le réseau local. C'est-à-dire que on a beaucoup d'associations dans le champ éducatif, donc des parents impliqués. On a le centre social, les délégués de parents sont aussi impliqués. On a créé un comité de parents
Il y a aussi l'école ouverte aux parents pour la réussite de l'enfant et de l'élève. Il faut vraiment s'appuyer sur tout le réseau local. Et alors, en ce moment, on travaille avec le cabinet Indivisible, là justement, à l'appropriation du projet éducatif par les familles. En fait, il ne faut pas le concevoir comme un document administratif figé, on va dire, qui nous sert à nous, mais quelque chose de vivant et pas uniquement contractuel ou voilà, quelque chose de vivant et qui est en perpétuelle évolution. Avec des boîtes à outils, comme par exemple une bande dessinée qui va permettre de retracer tout le parcours et ce pourquoi on est arrivé aux 4 axes et la philosophie même du projet, pour permettre aux enfants, aux parents de s'approprier facilement, mais aussi des vidéos co-construites avec les parents, tout un travail, un manifeste. Je suis dans la cité éducative, donc je crois à tel objectif et telle vision idéale, on va dire, de l'éducation. Voilà, partager des éléments comme ça sur une vision idéale de l'éducation, d'un point de vue parent, d'un point de vue enfant, d'un point de vue animation, d'un point de vue enseignant. Professionnel de la ville, on est vraiment sur des visions partagées et en même temps, ce sont des outils attractifs, faciles d'accès. Voilà ce que je peux dire dans l'expérience qu'on développe nous en ce moment. Très bien. Alors, il faut bien comprendre aussi, mais ça c'est banal ce que je vais dire, hein, qu'on est dans un système d'interaction. Hein. Ça veut dire que c'est souple, etc. On va pas créer un machin qui va tac, tac. Faut vraiment avoir ça en tête. Quand on est comme moi, un vieux de la politique de la ville, je le dis de cette façon-là, on sait que ce sont... Vous savez, c'est comme l'eau qui passe sous un pont. Quelque part, il y a une quantité d'eau, mais c'est pas la même. La politique de la ville, elle fait face à une réalité de cet ordre-là. Donc, moi, ça me paraît tout à fait intéressant. Emmanuel, un mot sur, je vais être un peu plus technique là, mais la fréquence de vos réunions, tout ça, comment ça se passe pour vos comités locaux, pour vous qui êtes proviseur, donc chef d'établissement, d'un gros monstre tel que j'ai pu le voir quand j'y suis allé en taille? Alors, en fait, on a une planification au début des comités techniques presque toutes les semaines, et après, s'il n'y a pas besoin, on l'étale toutes les 2 semaines. Il y a une planification donc côté cité éducative, parce que tous les acteurs ont aussi des agendas qui peuvent être lourds. Hein, donc moi en particulier, avec le collège, le lycée et la cité éducative. Donc c'est vrai qu'on fait beaucoup de réunions, mais c'est ce qui permet aussi les décisions collectives. Pour impliquer les écoles, par exemple, et répondre à la question tout à l'heure, on a le groupe technique des cités éducatives de l'éducation nationale. Donc à ce moment-là, on a les directeurs d'école. Et il faut en permanence entretenir des liens. Les comités techniques peuvent avoir des thématiques. Ça peut être les finances, ça peut être un comité technique élargi au département et à la région. Donc il y a un programme, et ça c'est l'excellent travail de dynamique et d'ordre du jour, piloté par les 2 chefs de projet. Voilà, donc pour impliquer tout le monde, il faut aller aussi à leur rencontre dans le premier degré. Dans le quartier, on a fait un temps fort, donc il y a eu à ce moment-là des réunions de préparation ou de copilotage. Toutes les semaines, pratiquement, depuis que je connais cette cité éducative, il s'est passé des choses, des échéances, et on répond au coup par coup. Par exemple, la crise sanitaire, il a fallu s'adapter, et on a montré la capacité du comité technique à s'adapter avec des bourses numériques, tout un tas de... Voilà, parce que cette difficulté quand même, c'est pas de faire une usine à gaz, c'est de quand même prendre en compte tous les acteurs, pas seulement ceux de l'éducation nationale ou de la ville, mais aussi le tissu associatif qui est très riche. Mieux travailler avec les familles, évidemment, le contexte ne nous a pas aidés. On veut travailler davantage dans ce sens-là avec, comme vous, les cafés de parents, et aller à leur rencontre à travers tous les partenaires sociaux pour créer une plus-value dans cette politique de la ville. Parce que créer une plus-value, si on ne le fait pas, ça n'a pas grand intérêt. On ferait comme avant. Absolument. Si vous mettez de l'eau dans les tubes, mais que l'énorme quantité d'eau qu'on met au démarrage, à l'arrivée, vous avez une petite goutte, c'est que là, il y a un problème. Mais c'est très juste ce que vous avez dit, Emmanuel. Bien évidemment, ça s'entretient tout ça. Hein. Ça s'organise, ça se planifie. C'est compliqué, évidemment, c'est compliqué. Mais on voit bien qu'on est là vraiment sur une volonté. Enfin, moi, je trouve tout à fait intéressant parce que là, Myriam va me dire, mais qu'on touche un peu à la fin, malheureusement. Mais on est parfait là. Il nous reste une petite minute pour conclure. Parfait. Donc,
Donc moi, je vais arrêter de parler. Je vais peut-être demander à chacun de nos participants de la table ronde. En tout cas, en ce qui me concerne, je dis juste un mot très rapide. Vous voyez là des exemples. Alors évidemment, on les a bien choisis. On n'est pas fous, mais encore que on a vraiment là 3 cités éducatives extrêmement intéressantes pour toutes les richesses que ça propose. Alors peut-être un petit mot de conclusion, Gwenaëlle, Madame Lamouille et Emmanuel Gauthier. Gwenaëlle, allez-y. Mais moi, Un second. rien n'est fini et voilà, on a toujours la tête dans le guidon, mais à côté de ça, on est tellement riche déjà d'arriver à travailler ensemble et d'être réactifs, de pouvoir apporter des choses et à monter en compétences autant les uns que les autres, que c'est déjà, à mon avis, des bonnes conséquences et qui nous permettent d'envisager la suite avec pérennité, même si effectivement je suis d'accord avec mon collègue, c'est beaucoup l'animation et la RH qui permet la dynamisation. Tout à fait. Madame Lamouille, un mot, très court. Oui, un mot. Alors, on a déjà beaucoup fait, mais j'ai envie de dire, tout reste encore à faire. Voilà. Non, mais là, nous, on va travailler avec les cabinets d'architectes. Tout est encore, et donc, le champ des possibles est largement ouvert, hein, on est complètement. Et donc aussi, comme message, vraiment faire au maximum avec les parents plutôt que de faire pour les parents. C'est-à-dire vraiment les associer. Et c'est pour ça qu'on croit beaucoup à notre appel à projet pour qu'ils s'approprient la cité éducative, qu'ils trouvent leur place et qu'ils la construisent avec nous. Très bien. Voilà. Emmanuel, un mot. Et pour conclure, on se sent tous un peu militants de la cause. Au-delà de nos fonctions, l'aventure humaine fait qu'on a envie de continuer assez longtemps à continuer à œuvrer en fait pour le quartier. Et on n'imagine pas que ça va s'arrêter dans un an ou quelque chose comme ça. Les liens sont trop forts et on ne voit pas pourquoi arrêter de travailler dans cette culture commune, préfecture, éducation nationale et ville. Donc pourvu que ça dure. Très juste. Vous savez, j'ai entendu, on a eu beaucoup d'échanges de la mission nationale, évidemment, toutes sortes de personnes, et il y a une conclusion fabuleuse que je vous livre. La cité éducative aura réussi quand elle aura disparu. Voilà, je vous livre ça. Je ramasse les copies dans 1 heure. Myriam, à vous. Merci à tous les intervenants et toutes les intervenantes de cette table ronde. Pour les participants et participantes qui sont encore connectés, un replay sera disponible et je vous laisse profiter de tous les événements qui sont prévus pour ce printemps des cités éducatives. La plateforme, il y a plusieurs options, des possibilités de discuter entre cités éducatives, donc profitez-en. Parfait. Merci à vous 3. C'est très gentil d'avoir participé. Merci beaucoup. À ce grand moment. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, comment ça marche? Ok.